In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel opus du podcast du jardin. Au menu aujourd'hui, la 4e partie du tournoi Battle en terre Kostner-Mauricaine, cette fois-ci contre l'équipe Harfang, composée des Bretoniens de Yusai et Krabioski. Côté scénario, on doit tuer les personnages adverses tout en essayant de préserver les siens. À chaque fois qu'on va tuer un général adverse, on va marquer 2 points. Si jamais c'est une grande bannière, on va marquer 1 point. Et à la fin de la partie, chaque général préservé permettra d'empocher 2 points et chaque grande bannière 1 point. Au niveau du déploiement, nous choisissons tous les deux le déploiement en réserve. On doit mettre entre 4 et 600 points d'armée hors de la table et la position exacte d'entrée dépendra du nombre de tours que l'on attendra avant de faire arriver ces renforts. Sans plus attendre, voici les listes. Au niveau du déploiement, du côté bretonien, nous avions 2 droite à gauche, 10 archers tirailleurs avec Brasero, 3 Pégases, 30 hommes d'armes avec la demoiselle de la bête à l'intérieur, 9 chevaliers du royaume avec un seigneur bretonien, la demoiselle à cheval et une grande bannière, 3 chevaliers du Graal, 10 archers bretoniens, 4 chevaliers de Pégase, à nouveau 10 archers bretoniens en tirailleurs et le trébuchet au coin. Sinon, vous pouvez voir 2 personnages hors de la table au fond à gauche. Ils sont parmi les réserves. On a un seigneur bretonien et une grande bannière. Et il y avait en plus en réserve un fer de lance de 6 chevaliers du royaume. De notre côté, nous avons fait un magnifique coin gauche. L'idée derrière ce déploiement était que nous étions très vulnérables sur ce scénario et que nous devions nous protéger un maximum. Alors nous étions vulnérables parce que les Bretoniens ont le coup fatal héroïque. On pensait vraiment qu'un des seigneurs l'avait, donc en cas de charge, il pouvait nous tuer les persos ogres très facilement. Il fallait donc qu'on essaye de limiter les possibilités de charge bretoniennes. Donc pour ça, on avait l'infranchissable qui est à gauche du pack de ventre dur et le marais qui permettait de limiter l'impact d'une charge combinée des 2 fers de lance. Deuxième gros problème, les chevaliers Pégases. Mes personnages elfes sylvains sont très vulnérables aux chevaliers Pégases à cause de leur grande mobilité. Ils peuvent sans problème contourner le pack de ventre dur et j'ai aucune unité qui tient face à une charge de chevalier Pégase. Donc mes personnages, on doit faire très attention pour ne pas se faire attraper. Donc au final, la charge frontale peut nous faire très mal, le contournement tout autant, donc on a tout intérêt à jouer défensif. C'est pas très glorieux, mais on n'a pas d'avantage à vouloir trop se découvrir. Sinon, au niveau de notre déploiement, on a donc le pack de ventre dur avec derrière les 6 danseurs de guerre et mes 2 personnages, les 2 grands aigles en couverture. Les mangeurs d'hommes sont prêts à faire une marche forcée vers le trébuchet pour l'éliminer le plus vite possible. Et en réserve, j'ai mes 2 unités d'archers et mes dryades. Et il y a aussi les 13 gnoblards de JB. Notre premier tour est très rapide, les mangeurs d'hommes font une marche forcée pour pouvoir charger sans problème le trébuchet au tour 2. Les ventres durs avancent légèrement,
J'étale mes danseurs de guerre pour éviter qu'un coup de trébuchet ne leur fasse trop mal. Les 2 grands aigles restent en couverture derrière. Les forestiers, quant à eux, font une marche forcée pour pouvoir tirer sur les chevaliers du Graal. L'idéal serait que je les fasse paniquer ou que je les détruise, que cette panique les entraîne hors de la table, ce qui provoquerait un test de panique sur le fer de lance contenant le général l'AGB et la prophétesse. Ce fer de lance rate un 10 relançable, sort de la table et nous avons gagné le scénario au tour 1. De façon assez surprenante, ce scénario, ce magnifique plan parfaitement huilé ne fonctionnera pas et nous sommes obligés de passer au tour 1 de l'équipe Arfang. Peu de mouvement aussi de la part de Yussal et Krabierski lors de leur premier tour. On a juste les chevaliers Pégase qui prennent leur envol et les archers qui rentrent dans la maison pendant que les archers tirailleurs se mettent en position pour tirer sur les mangeurs d'hommes. Ce manque de mouvement nous surprend un petit peu, mais vous aurez l'explication de ce plan diabolique des Bretoniens au tour 3. Notre tour 2, les forestiers qui ont fui une charge de chevaliers du Graal se rallient. Nous faisons entrer les archers et les dryades vont aller accompagner les mangeurs d'hommes dans le contournement de la maison. Mangeurs d'hommes qui vont charger le trébuchet et qui vont le détruire sans problème. Donc les archers vont être là pour nous donner un tir de couverture pendant l'avancée des ventres durs. Sinon, derrière, les danseurs de guerre restent toujours cachés par les ventres durs et les grands aigles sont prêts à servir de couverture et de redirecteur. Pour leur tour 2, l'équipe Arfang continue la manœuvre d'encerclement avec les chevaliers Pégase. Au fond à droite, les archers tirailleurs se mettent face aux mangeurs d'hommes. Ils se sacrifient pour que ceux-ci ne puissent pas faire de marche forcée vers le fer de lance. Et sinon, les hommes d'armes avec la magicienne se mettent juste sur la colline pour que cette dernière puisse lancer quelques sorts. Tour 3, nous effectuons surtout des repositionnements. Les dryades se mettent en position pour charger la maison avec les archers au prochain tour. Les grands aigles et les danseurs de guerre se mettent hors de ligne de vue des chevaliers Pégase. Les ventres durs avancent encore un petit peu légèrement. De leur côté, les mangeurs d'hommes qui ont chargé les archers vont les massacrer sans aucun problème. Tour 3 des Bretoniens, le fer de lance de 6 chevaliers du royaume arrive en jeu. Le seigneur, la grande bannière et la prophétesse qui étaient dans le fer de lance de 9 font une marche forcée pour aller rejoindre les nouveaux arrivants. De l'autre côté du terrain, les archers qui occupaient la maison en sortent et tirent sur les mangeurs d'hommes. Quant aux chevaliers Pégase, assez étonnamment, loin de continuer leur contournement, ils reculent pour se mettre en position défensive. Et voici qu'arrive le tour 4 de la team Fondeur, ou plutôt devrais-je dire de la team Boulet. Je ne sais pas pourquoi, avec JB, on a décidé de relire le scénar. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait légèrement oublié un très léger point de détail. Ce que je vous ai dit du scénario est vrai pour l'instant. Donc si jamais on tue un général adverse, on marque 2 points. Si jamais on tue une grande bannière, on marque 1 point. Si jamais la grande bannière survit, on marque 1 point. Et pour chaque général qui survit, on marque 2 points. Le léger point qu'on avait oublié, c'est que tous les personnages autres que les généraux et les grandes bannières qui survivaient donnaient 1 point à leur équipe. Sachant que nous, on n'a pas d'autres personnages, mais que Yusei et Krabioski ont 2 sorcières, ils gagnent pour l'instant automatiquement de 2 points le scénario. Donc depuis le début, on l'a joué défensive, sachant qu'on allait essayer d'accrocher le nul parce que la victoire nous semblait très difficile. Et là, en fait, on s'aperçoit que depuis le début, on perd la partie et que si on fait rien, on perdra le scénario. Comme ça, sans aucun jet de dés. Donc là, c'est branle-bas le combat, la stratégie défensive, on la met aux oubliettes et tout le monde fonce vers les Bretoniens. Donc les ventres durs font une marche forcée, les dryades vont tenter de charger les archers qui sont derrière la maison, mais ils vont rater, je crois qu'il fallait faire 5 de mémoire, j'ai dû faire 3. Les mangeurs d'hommes, pareil, font une marche forcée vers les chevaliers du Graal. Les grands aigles, marche forcée aussi. Tant pis si on se met devant les Pégases. Il faut que j'essaye de pénétrer les lignes pour lancer une attaque suicide sur des sorcières ou je ne sais quoi, mais de toute façon, il faut avancer. Je vais essayer de m'occuper d'une unité de Pégase afin que mes personnages ne soient pas trop en danger. Les forestiers et la grande bannière avec la grêle de mort vont tirer sur une unité de chevalier Pégase, il n'en restera plus qu'un. Je vais réussir à lancer une malédiction d'Anraïr dessus. Normalement, même s'il me charge mes danseurs de guerre, je devrais pouvoir m'en occuper, sachant que l'autre pack de chevalier Pégase est trop loin. Et c'est à l'équipe Arfang de jouer.
Tour 4 des Bretonniens, les 3 personnages qui voulaient rejoindre le fer de lance de 6 royaumes finalement reviennent vers leur fer de lance initial. Le seigneur et la grande bannière qui étaient en réserve vont aussi rejoindre ce fer de lance. On a donc un fer de lance avec 2 seigneurs, 2 grandes bannières et une prophétesse. Donc celui-là on n'ira jamais dedans, hein, c'est mort. Le Pégase survivant va se coller à côté de ce fer de lance. Les hommes d'armes reculent pour être hors de ligne de vue. L'unité de 3 Pégases décide elle aussi de reculer. Lors de notre tour précédent, on avait 13 gnoblards qui étaient arrivés de leur côté pour essayer de faire paniquer le fer de lance de 6 royaumes. Bon, évidemment, ça n'avait pas fonctionné. Et donc, on a les 10 archers tirailleurs restants qui s'orientent pour faire fuir ces gnoblards. Enfin, sur leur flanc droit, les archers qui sont sortis de la maison le tour précédent restent en position et tirent sur les mangeurs d'hommes. Et les chevaliers du Graal se mettent comme redirecteurs afin d'empêcher les mangeurs d'hommes d'atteindre le fer de lance avec tous les personnages à l'intérieur. Tour 5 de la team Fondeur, on continue dans l'avancée générale. Les marches dures font une marche forcée vers le fer de lance principal. Avant, on a quand même enlevé la grande bannière et le général de cette unité. Les aigles continuent leur infiltration. Ils se posent de façon à ne pas pouvoir être chargés au tour 5 et à pouvoir charger ce qui se présentera comme opportunité. Les dryades réussissent à charger les archers derrière la maison. Le général Elf, l'AGB et les danseurs de guerre continuent leur avancée en se mettant hors de ligne de vue des Pégases. Enfin, les mangeurs d'hommes, au lieu de charger les chevaliers du Graal qui étaient offerts, décident de faire une reformation en colonne et d'avancer pour se garder une opportunité de charge au tour 6. Il faut bien garder en mémoire qu'on est tour 5, on n'a pas pu lancer de charge, il ne nous reste plus qu'un seul tour pour pouvoir les lancer. Et on va faire tout ce qu'on peut pour essayer d'arracher ce match nul qui nous échappe. Au corps à corps, les Dryades ne vont tuer que 2 archers bretonniens et ceux-ci vont réussir à rester. Tour 5 des Bretonniens, l'unité de 3 chevaliers Pégases met la pression sur mes personnages, pendant que le survivant de l'autre unité se pose devant les mangeurs d'hommes pour empêcher une charge au tour 6. Autrement, c'est un repli général, les 5 personnages montés bretonniens changent de fer de lance, la demoiselle à pied quitte les hommes d'armes pour aller rejoindre les archers tirailleurs, et sinon rien de notable. Tour 6 de la team Fondeur, le tour de la dernière chance. Les danseurs de guerre qui accompagnent les personnages elfes sylvains se mettent hors de ligne de vue des Pégases. Les ventres durs vont charger les hommes d'armes, ça sert à rien mais ça défoule. Dans le même ordre d'idée, les mangeurs d'hommes vont charger le Pégase qui est en phase 2. Alors là, l'idée est un petit peu différente. On va essayer de forcer une charge des Bretonniens au tour 6. Donc normalement le Pégase il va exploser, il n'y a pas de problème, on va faire une poursuite irrésistible en espérant que les fers de lance chargent. Les mangeurs d'hommes perdront le combat, ça il n'y a aucun problème. Mais du moment qu'il en reste un, on a une possibilité que ce survivant réussisse à faire un vol et à tuer un des personnages bretonniens qui sera au premier rang d'un des fers de lance. Il y a très peu de chances que ça arrive, mais on n'a pas d'autre chose à faire que ça. Sur notre flanc droit, les grands aigles vont profiter de l'erreur que viennent de faire les bretonniens en mettant la demoiselle dans les archers tirailleurs. Au niveau des corps à corps, sans surprise, le chevalier Pégase sera tué par les mangeurs d'hommes qui vont faire une irrésistible. Les dryades réussiront à éliminer les archers derrière la maison, même si ça ne sert à rien. Les 2 grands aigles, quant à eux, vont réussir à battre les archers bretonniens, à les mettre en fuite et à tuer la demoiselle. Grâce à cette demoiselle qui vient de périr, nous venons d'arracher le match nul. Et au niveau du corps à corps entre les ventres durs et les hommes d'armes tombent à l'appel, mais ils restent. Le tour 6 des Bretonniens verra une charge générale, les 2 fers de lance sur les mangeurs d'hommes, les Pégases de flanc sur les ventres durs qui sont engagés avec les hommes d'armes. Au final, les ventres durs gagneront leur combat, les mangeurs d'hommes seront mis en fuite, rattrapés, et ils n'auront pas réussi à emporter de personnages bretonniens avec eux. Au final, une partie assez étrange dans son déroulement, mais très sympathique. Et s'il n'y avait qu'une seule chose à en retenir, lisez les scénarios. Au moins avant le tour 4.